Bonjour. Alors voilà une autre définition qui concerne le Web 2.0. Donc qu'est-ce que je vais dire sur le Web 2.0? Évidemment, je vais commencer par une petite définition. Ensuite, je vais parler des caractéristiques. Je vais donner deux, trois caractéristiques sur le Web 2.0. Ensuite, je vais parler de son économie, de sa technologie, de ses fonctions et ensuite de ses services. Alors, le web, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une toile où on retrouve plusieurs éléments. Ça vient on peut l'appeler le web, mais c'est aussi une toile, World Wide Web, d'où on trouve le www avant les sites internet. Ce web a simplement connu une évolution. On était d'abord au 1.0, ensuite au 1.5 et finalement ce dont je vais parler, le 2.0. Et ça connaît encore des évolutions, bien sûr. Le 1.0, disons que c'est quelques personnes qui s'adressaient à plusieurs personnes. Le 1.5, c'est plusieurs personnes qui s'adressent à tout le monde. Et aujourd'hui, le 2.0, c'est sa caractéristique, c'est que tout le monde s'adresse à tout le monde. Ok, alors quelques caractéristiques. Quelques mots qui nous viendraient en disant Web 2.0, ce serait interaction, participation et production de contenu. Interaction, donc je pense par exemple aux réseaux sociaux, on retrouve Facebook, Twitter, donc on peut interagir avec les gens, on a des allers et des retours d'informations. Ensuite, la participation, je pense par exemple à Wikipédia, où on connaît une collaboration de plusieurs individus sur un même document. Donc tout le monde, c'est une participation collective. Ensuite, à la fin, j'ai dit production de contenu. Donc on produit sur Internet, on fait des blogs, on fait des sites Internet, on fait des vidéos sur Internet. Voilà, donc c'est assez simple. Et ensuite, c'est des produits qui seront partagés. Pour la politique d'économie de Web 2.0, alors je peux citer plusieurs choses. C'est du gratuit. Le Web 2.0, c'est du gratuit. Et grâce à la publicité, le micro-paiement, le crowdsourcing, le CGU ou bien UGC qui veut dire contenu généré par les utilisateurs, la longue train, le data lock-in. Donc pour expliciter un peu plus quelques termes, le crowdsourcing, c'est surtout basé sur du bénévolat et sur le micro-paiement. Donc, c'est soit on recherche des gens qui donnent une aide gratuite, soit chacun paye 1 euro, 1 franc, quelques centimes. Bien sûr, une personne qui paye, ça fera rien, mais c'est plusieurs personnes qui paieront un tout petit peu pour faire beaucoup. Ensuite, pour le contenu généré par utilisateur, là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme Wikipédia. Donc, c'est des contenus que les utilisateurs génèrent pour eux-mêmes finalement, pour des gens comme eux. Et ce sera confirmé par les responsables des articles en soi. Par exemple, si sur Wikipédia maintenant je fais un article sur Ikea se chargera finalement d'aller voir l'article et de l'approuver ou non. Pour ce qui est de la longue traîne, c'est une grande théorie qui a été faite par un monsieur sur l'évolution du web et puis sur finalement le commerce sur le web, comme quoi ça va évoluer, que chacun aura sa place et que ça va favoriser. C'est une méthode qui favorisera les nouveaux venus sur le web, les nouvelles personnes, par exemple les nouveaux artistes, les nouveaux chanteurs ou les nouveaux dessinateurs. Finalement, ils auront leur place, et ils auront autant de chances que les plus grands finalement, qu'on va pas s'empiéter l'un sur l'autre. Le data lock-in, c'est un enrichissement des données livrées au serveur. Donc, c'est simplement on retient beaucoup plus d'informations qu'avant, que dans le web 1.5 et le web 1.0. On génère une quantité énorme d'informations. Par exemple, 90% des informations qu'on a eues depuis la création du web ont été faites depuis les 2 dernières années. Donc, c'est absolument énorme. Et ça ne finit pas d'augmenter. Voilà, alors ensuite je passe à la technologie de Web 2.0. On pourrait dire que c'est le facteur principal de l'évolution parce que finalement le Web 2.0, c'est un aboutissement naturel aux nouvelles technologies.
Disons, on n'a pas vraiment innové quelque chose, on a simplement mieux utilisé les ressources qu'on avait depuis avant. Je vais parler de Ajax, qui est simplement un passage du web documentaire vers un web d'application. Donc avant, on avait un web statique avec des pages de présentation et aujourd'hui, on peut réagir depuis l'extérieur. Donc si j'écris maintenant un article sur le journal Le Temps, les gens pourront tout simplement répondre en commentaire et ainsi, moi, je vais réguler ou bien améliorer mes articles en fonction des réactions. Ça, c'est une des fonctions du web d'ailleurs, mais j'en parlerai plus tard. On peut parler, donc voilà, comme je dis, c'est une amélioration de l'utilisation de l'interface du web et ça fait en sorte que on devient centré sur l'utilisateur et non plus les documents qu'il génère. Ajax, c'est simplement quelque chose de asynchrone, donc ça ne se, les systèmes sur l'ordinateur et Internet ne se font plus d'une manière symétrique en un seul temps, mais se font en plusieurs temps et on a plusieurs rythmes dans l'ordinateur en fonction de la personne qui rédige quelque chose et ceux qui vont réagir. Donc les gens qui réagiront, par exemple, ne réagiront pas tous en même temps que l'article aura été créé, mais pourront réagir quand ils voudront après avoir lu l'article. Ok, alors ça c'était pour la technologie du Web 2.0. Je passe aux fonctions d'usage. On peut dire plusieurs choses. Déjà, il y en a le feedback de l'utilisateur. Comme j'ai dit avant avec l'article Le Temps, en fait c'est exactement ça. C'est qu'on a une personne qui génère un article, un document, donc des informations, et on peut avoir un retour finalement. Et ça crée on peut faire des collaborations, comme avec Wikipédia. À partir de ce feedback, on peut donc comparer, évaluer. On peut aussi gérer notre réputation et avoir une autorégulation, ce qui justement s'appuie beaucoup sur le contenu généré par les utilisateurs. On peut aussi améliorer les services. Je vais donner un exemple de réputation et d'autorégulation. Il y aurait par exemple le site Slashdot qui est un peu pour les nerds, les geeks. C'est fait d'une manière bénévole et ça repose énormément sur la qualité. Donc si on ne satisfait pas le client, disons, alors simplement on n'aura pas de succès. Donc tout le succès repose sur la qualité et donc sur le retour des utilisateurs. Voilà. Ensuite, parmi les fonctions, on aura de la syndication, de l'agrégation. Ça veut dire c'est quelque chose qui est poussé par le rédacteur et qui sera tiré par le lecteur. Par exemple, le RSS, donc c'est un réseau très simple. On produit une information et puis qui sera tirée par autrui. Ça marche comme ça. C'est des choses qui se veulent très adaptables et faciles d'accès et modifiables, comme par exemple les notifications envoyées par les journaux. Ensuite, on aurait la folksonomie ou bien l'étiquetage. Qu'est-ce que c'est? Alors, on aime bien le qualifier de web sémantique pour les pauvres parce que finalement, c'est les gens qui n'ont pas le moyen peut-être de s'offrir de gros moyens de publicité et de qualité. Du coup, on tag nos fichiers, nos documents avec certains mots et ces mots serviront à mieux classifier les documents et finalement à être mieux retrouvés par les gens et peut-être mieux appréciés et mis en avant. Ensuite, voilà, le web offre plusieurs services. Et voilà, donc on a fini les caractéristiques du web 2.0 et j'espère que ça a été clair. Merci d'avoir écouté.